Bonjour à tous, bien voilà, comme vous avez pu voir sur la miniature, je reposte la vidéo de Jean-Philippe. Donc j'ai retiré son premier témoignage parce qu'il y a une partie de celui-ci qui dérangeait certains intéressés. Et donc voilà, comme Jean-Philippe et moi on en a un peu discuté, on a pris la décision de masquer cette partie de son témoignage. C'est un petit peu dommage pour toutes les personnes qui avaient déjà laissé un commentaire et toutes les personnes qui avaient déjà vu la vidéo, déjà rien que pour recevoir une notification une deuxième fois pour la même vidéo. Mais voilà, le but de cette censure, je vais dire, c'est de démontrer que notre but n'est pas de faire du pognon, puisque toutes les vues de cette vidéo-là sont perdues, mais plutôt de laisser la libre parole à chacun. Apparemment, voilà, ça abîme un peu l'image de certains et donc ils ont peur de perdre leur image édulcorée. Donc voilà, on a préféré prendre cette décision-là. Le témoignage est toujours là parce que je trouve qu'il est super intéressant et super enrichissant, mais toute la partie qui est dérangeante a été masquée, occultée par de la musique. Donc voilà, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à la regarder parce que c'est vraiment un témoignage super intéressant. Et ceux qui l'ont déjà vu, je m'excuse encore pour les commentaires que vous aviez laissés et qui étaient à mon sens très intéressants et très enrichissants. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Bonjour à tous, donc aujourd'hui suite des vidéos sur la reconversion professionnelle et c'est Jean-Philippe qui s'y colle aujourd'hui, donc de la Malencoin. Alors sa spécialité c'est la restauration, la rénovation et la création aussi de malles, mais je vous laisse en sa compagnie et puis je vous dis à demain pour un personnage évidemment que vous appréciez tous, c'est-à-dire Johan. Donc bon visionnage aujourd'hui et je vous dis déjà à demain pour le témoignage de Johan, notre ami de l'atelier Floki. Allez, à bien vite. En fait, j'ai eu trois déclics. Nous avons eu trois déclics, puisque en fait, moi, l'aventure, elle est familiale. Avec mon épouse, on fait ça ensemble. Le premier, c'est que j'ai dirigé pendant très longtemps moi, des sociétés informatiques spécialisées en développement de progiciels. Et je ressentais de façon tout à fait non verbale quelque chose qui laissait penser qu'en fait tout ça servait pas à grand chose. J'avais la sensation de faire des choses obsolètes rapidement. Il suffisait que Bill Gates change Microsoft X en Microsoft Y pour que hop, je sois obligé de retourner chez tous mes clients pour modifier en fait un certain nombre de choses. Donc c'est du travail, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir une perte de sens. Donc quelque part, je galérais un peu avec ça dans ma tête. Parallèlement à ça, j'ai eu un problème de santé qui a fait que j'ai dû arrêter mes fonctions au sein d'un groupe que je dirigeais partiellement, parce que j'avais un PDG. Et je me suis donc retrouvé à la maison avec une période où c'était très compliqué financièrement, puisqu'en fait les assurances n'avaient pas encore pris le relais. Et donc je me suis occupé et c'est là que j'ai eu le déclic en me disant j'ai envie de faire ça, réellement j'ai envie de me spécialiser en restauration de bagages anciens. Et donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et hop, j'ai créé à peu près 2 ans après Rêve de Bagages, qui est la société qui exploite la Malencoin. Alors la Malencoin, ça vient tout simplement d'une discussion qu'on avait eue avec l'éditrice d'un livre qu'on avait écrit avec Marie sur la restauration des bagages anciens il y a 15 ans, enfin il y a très longtemps. Et l'éditrice, j'avais envoyé mon manuscrit, comme vous imaginez quand on écrit un livre, on envoie aux éditeurs et puis on va à la pêche, quoi. Et puis l'éditrice m'a rappelé en me disant « Mais vous avez raison, tout le monde a une malle quelque part dans un coin. » Et ça m'est resté. Et donc quand on a créé le site internet, je l'ai appelé la Malencoin, parce qu'effectivement on a tous, soit dans le grenier, soit dans la cave, soit dans le salon si elle est restaurée et qu'elle est neuve, ou qu'elle est propre, mais on a tous, si on l'a pas soi-même, nos grands-parents ont une malle, on a tous un coffre, une malle, une boîte, un vanity, une valise, tous quelque part dans un coin. Et voilà, je voulais un site internet avec le mot malle.
Et donc la Malencoin, je trouvais ça marrant et ça reste dans les esprits. Voilà. Alors à mon avis, il faut avoir des compétences dans le métier dans lequel on veut aller. Si vous voulez être électricien, par exemple, vous imaginez pas ne pas avoir de compétences en électricité. Ou si vous voulez faire de la plomberie, que vous ne connaissez rien à la plomberie, ça va pas. En menuiserie, c'est pareil. La différence, c'est qu'en plus, il faut un diplôme si on veut être assuré. Enfin, c'est pareil en électricité. Vous ne pourrez pas faire de l'électricité et avoir un consuel de la part d'EDF si vous n'êtes pas électricien. En menuiserie, c'est la même chose. Vous pouvez faire des meubles, vous pouvez faire des boîtes, vous pouvez faire des tas de choses. Et si vous voulez être menuisier, il faut un diplôme de menuisier. C'est important à mon avis. Et il ne s'agit pas d'avoir les connaissances. Il faut avoir ce petit bout de papier qui soit peut s'acquérir par 3 ans d'expérience en équivalence, en validation des acquis, soit en faisant un CAP, un BEP, un bac, enfin n'importe quoi, permettant d'avoir un diplôme. Donc ça, c'est une des conditions. La deuxième condition, c'est, à mon avis, de se reconvertir dans la région dans laquelle on est. Si vous vous reconvertissez et qu'en même temps vous déménagez, c'est vraiment pas le bon plan. Je pense qu'il vaut mieux ne pas tout changer en une fois, ne pas changer de secteur géographique et changer de métier. Ou changer de secteur géographique, mais rester dans un métier qu'on connaît et qu'on maîtrise parfaitement. Mais ne faites pas tout en même temps. Ensuite, validez bien auprès de votre famille que l'ensemble de tout le monde est d'accord, parce que c'est un gros effort, ça va durer longtemps, et oubliez l'idée de prendre des congés pendant les 3 premières années. Je pense que pendant 3 ans, il faut vraiment se consacrer à fond à son projet. Les bons moments viendront ensuite, mais les 3 premières années, il faut vraiment se consacrer beaucoup de temps à la réalisation des choses. Ça, c'est vraiment important pour se reconvertir. Il faut ensuite ne pas hésiter à essayer d'exploiter les capacités et les talents qu'on avait dans son métier précédent, bien évidemment. S'entourer de gens à conseil, donc trouver un bon expert comptable. L'expert comptable, c'est comme un bon médecin de famille. Quand vous avez trouvé un bon médecin de famille, il vous solutionne pas mal de problèmes si vous avez des soucis. Et bien un expert comptable, c'est pareil. Ne prenez pas un expert comptable sous prétexte que c'est le moins cher ou sous prétexte qu'il est à côté, mais prenez un expert comptable parce que vous pouvez lui parler et que quand il vous explique quelque chose et que vous lui dites que vous ne comprenez pas, eh bien il ne s'énerve pas. Il répète calmement et il vous explique jusqu'à ce que vous ayez compris. Moi, j'ai passé les 5 premières années de ma carrière professionnelle à emmerder vraiment mon expert comptable en disant « Monsieur, je suis désolé, je n'ai pas compris, répétez jusqu'à ce que je comprenne. » Et comme j'étais casse-pied et que je suis buté, eh bien, il m'expliquait et quand j'avais compris, eh bien, ça permettait de rouler et ça permettait de mieux comprendre comment ça fonctionne. Puisque, en fait, vous verrez que quand on est artisan, on gagne sa vie en partie par le métier qu'on fait, et en grande partie aussi en ne faisant pas de bourde, en économisant de l'argent par certaines solutions, et en mieux gérant les choses. Donc les conditions à remplir pour ça, c'est vraiment d'y consacrer du temps, de s'entourer correctement pour bien savoir comment on va lancer les choses, et de tout de suite prévoir les choses au mieux possible pour qu'il y ait une structure qui permettent en fait que le bouche à oreille fonctionne bien. Est-ce qu'on a été aidé pour créer la société? Alors non, 1000 fois non. On n'a rien demandé à personne. J'ai pas demandé de banque, j'ai pas demandé de prêt, j'ai pas demandé d'autorisation, j'ai rien demandé. Mais je ne suis pas un exemple à suivre. Mais personnellement, j'ai pas demandé d'aide à personne. Voilà. Alors les organismes à rencontrer avant, alors par organisme c'est très large, il vous faut rencontrer la chambre des métiers, si vous faites de la revente, la chambre de commerce, il vous faut rencontrer une assurance pour bien couvrir votre décennale et prendre tout ce qu'il faut. Il vous faut rencontrer vos fournisseurs futurs, il vous faut rencontrer une banque, ça me semble essentiel, puisqu'attention, beaucoup de gens créent une société, puis après vont voir la banque, et ça prend du temps. Très souvent, l'ouverture de compte, il vous faut un RC, il vous faut un registre du commerce, ou il vous faut une inscription auprès de la chambre des métiers. Comptez environ 1 mois avant que tout ça soit fait. Donc ne faites pas ça au dernier moment, sinon vous ne pourrez pas faire de facturation, vous ne pourrez pas commencer à bosser. Là, je parle en France, en Belgique, j'ai pas idée, peut-être que c'est beaucoup plus rapide, mais en France, c'est le minimum.
À part ça, il faut aller voir un expert comptable et si vous faites une reprise d'entreprise ou une reprise d'atelier, il sera peut-être nécessaire d'aller voir un avocat et un notaire. Mais traditionnellement, si vous vous installez, on va dire que la liste précédente suffit. Chambre des métiers, chambre de commerce, assurance, banque et éventuellement l'institut professionnel. C'est-à-dire que dans le bois, c'est connaître les normes, connaître les minimums. Et puis si vous installez un atelier, alors consultez aussi éventuellement la mairie pour savoir si à l'endroit où vous voulez installer votre atelier, vous êtes bien dans votre droit, puisque vous ne pouvez pas installer un atelier professionnel dans une maison individuelle au milieu d'un quartier résidentiel. Ça, c'est pas légal. Donc vérifiez bien que l'endroit où vous pensez vous installer, vous aurez la possibilité de mettre des extracteurs d'air, vous aurez la possibilité de mettre la filtration, vous allez faire du bruit. Donc vérifiez tout ça. Quels sont les prérequis dans mon domaine d'activité? Alors dans notre domaine d'activité, il faut avoir un minimum de connaissances ou de compétences en menuiserie, mais de base. Je dirais qu'en menuiserie, un CAP de menuisier suffit largement. Il faut avoir des connaissances en maroquinerie. Là, pareil, il faut avoir, je dirais, les connaissances d'un CAP de maroquinerie. Il faut savoir coudre, il faut savoir parer son cuir, il faut savoir le préparer, il faut savoir l'acheter. Puisque dans le cuir, vous avez à peu près les mêmes problèmes que pour l'achat du bois. Le bois, c'est le séchage, c'est où l'acheter, comment l'acheter, à quel prix l'acheter, etc. Le cuir, c'est la même chose, mais avec des complexités différentes, mais le principe est à peu près le même. Ensuite, il faut avoir des connaissances un minimum en soudure, il faut être capable de souder certaines pièces métalliques, faire un peu de brasage, il faut connaître le gainage et la serrurerie. Voilà. Et puis nous, on a la chance en plus d'avoir des gens compétents en peinture. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque on a eu un collaborateur pendant plusieurs années qui était ingénieur chimiste de formation. Donc j'ai beaucoup appris à son contact puisque nous, si vous voulez, on fait beaucoup de cuisine, beaucoup de recettes de restauration. Donc la chimie est quand même importante. Et donc ça, c'est les prérequis pour ce que je fais. En dehors de ça, il faut avoir des compétences de gestion. Donc ça, j'ai un peu de chance parce que j'ai géré des choses quand même beaucoup plus compliquées. Un petit peu de compétences en ressources humaines à partir du moment où vous avez du personnel. Et puis moi, le prérequis de base, c'est parler anglais. Si on ne parle pas anglais dans mon métier, c'est pas de la menuiserie qu'on fait à des clients français, puisque 85%, on va dire, sont des clients étrangers. Et sur ces 85% d'étrangers, il y en a à peu près 10% qui parlent français. Mais c'est relativement rare qu'un Australien arrive et parle français couramment. Donc il faut vraiment parler anglais. Si vous ne parlez pas anglais, c'est même pas possible. Je pense que ça doit être le même problème pour un menuisier qui travaillerait dans la région du sud-ouest, qui aurait des clients espagnols, il faut qu'il parle espagnol, ou un menuisier qui travaille en Alsace par exemple. C'est quand même intéressant de parler allemand et de parler alsacien pour ses clients âgés qui parlent encore alsacien. Mais voilà, ça me semble être les prérequis de base pour ma profession. En dehors de ça, il vaut mieux s'armer pour nous, dans notre métier, d'une compétence informatique. Si vous ne connaissez pas la photographie, si vous ne savez pas numériser des images, les diffuser sur le web, entretenir un site internet, c'est compliqué. Je pense que c'est pas forcément nécessaire pour être menuisier, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'un site internet qu'on fait soi-même. Mais nous, notre site, par exemple, c'est tous les jours, il y a quelqu'un qui se connecte, soit mon épouse, soit moi, soit une salariée, soit un extérieur, mais forcément, il faut faire quelque chose. Donc, ça me semble important. Et puis évidemment, logiciel de facturation, logiciel de retouche d'image, il faut savoir un minimum les utiliser. SketchUp, CorelDRAW, des choses comme ça. Ça me semble être la base nécessaire à la pratique du métier. Alors oui, j'avais un capital, je pense que c'est indispensable. Moi j'avais un capital en gros de 15 000 euros. Je pense sincèrement que si j'avais voulu faire les choses bien, il aurait fallu que j'ai un capital plutôt aux environs de 100 000 euros. Donc je suis parti bien en dessous de ce qu'il aurait fallu mettre en place. J'ai dû compléter par des apports en compte courant d'associés.
Ça, c'est une méthode comptable. Enfin, bref. Je pense que c'est indispensable que vous ayez un capital et je pense qu'il faut que vous comptiez votre capital de départ, l'argent dont vous disposez. Alors, pas forcément besoin de le mettre en capital, mais d'argent de côté. Il faut que vous ayez de quoi vivre 6 mois pendant que l'entreprise est en train de démarrer et de galérer. Plus, je dirais, le risque d'accident. Vous avez une voiture, elle tombe en panne, il faut être capable de la réparer ou d'en changer. Donc, prévoyez ça parce que les accidents arrivent toujours, il y a toujours une merde, il y a toujours un problème. C'est la loi des endettements maximum. Hein. Si ça peut arriver, ça arrivera. Voilà. Donc prévoyez un capital conséquent, suffisant pour pouvoir pallier aux problèmes que vous pourriez avoir lors des premiers mois d'exercice de l'entreprise, voire de la première année. Comment trouves-tu des clients? Moi, les premiers clients, je les ai trouvés sur Internet en publiant un site web. Ensuite, j'en ai trouvé aussi une partie en allant faire des expos en extérieur pour présenter ce que je faisais, puisque j'ai un métier qui est inconnu, donc il a fallu que je présente. Je l'ai présenté ensuite à des gens du métier, je l'ai présenté à des marchands, j'ai contacté des marchands, voilà, j'ai pris des contacts. Aujourd'hui, c'est différent, mais je pense qu'on est dans un métier vraiment très très particulier. Je pense qu'un menuisier, il faut d'abord que vous alliez voir la famille, les amis, les relations. Au fur et à mesure, vous l'éloignez, vous essayez de rester dans un secteur géographique le plus proche de chez vous pour pouvoir éventuellement intervenir au plus vite ou réparer quelque chose ou aller chercher des pièces qui vous manquent si vous manquez un peu d'expérience. Et puis petit à petit, vous allez élargir le cercle de vos amis, vous allez élargir éventuellement votre secteur géographique pour pouvoir assumer des chantiers à des gens que vous ne connaissez pas. Et en règle générale, dans nos métiers manuels, le bouche à oreille fonctionne très bien et il y a moyen de se faire connaître assez facilement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, publier sur Instagram des photos de vos réalisations, publier sur Facebook, etc., etc. C'est un bon moyen de se faire connaître et en général c'est suffisant. Comptes-tu sur YouTube? Alors nous, YouTube, ça représente, le mois dernier par exemple, ça représentait 50 € ou 55 €. Je crois que j'ai fait une fois 60 €. Ça a été waouh, c'est la fête là. Hein. On est allé au restaurant toute l'équipe hein, pour fêter ça. Enfin, à la pizzeria du coin quoi. Hein. Non, blague à part, YouTube, moi, ça me rapporte que dalle, c'est pas important. Il faut dire que nous, on est sur une niche. Moi, je suis pas menuisier, je suis pas plombier, je suis pas docteur peinture, je suis pas LJVS, je suis pas vernier, je suis pas tous ces gens-là. On est sur une niche très particulière. Comme beaucoup d'ailleurs d'artisans spécialisés, je vous invite à aller voir la chaîne Art et Tonneau, qui est absolument fantastique. Chaîne d'un menuisier, le gars, je l'ai connu, il avait 80 abonnés, un an après, il en a 1000. Et pourtant, c'est vraiment une super chaîne. Donc, la qualité d'une chaîne n'est pas proportionnelle à son nombre d'abonnés. C'est comme ça. C'est la loi du genre. Hein. Sur TF1, par exemple, ou sur C8, c'est Hanouna qui a le plus de téléspectateurs et pourtant, c'est sincèrement le plus débile. Donc, c'est pas proportionnel, c'est pas grave, c'est pas important. Moi, je fais YouTube à l'origine d'abord pour mes clients, et puis après, je me suis pris au jeu pour des gens qui m'ont demandé des trucs, et j'ai répondu en fait à la demande, et je trouve ça amusant de partager. Mais j'aurai jamais, si vous voulez, 50 000 abonnés. Mais je profite de du petit moment de parole que me donne Benoît sur sa chaîne, qui compte beaucoup plus d'abonnés, pour pousser un coup de gueule, mais énorme. Il y a quelque chose qui m'énerve. Alors s'il y a des fans de ces chaînes-là, je m'excuse d'avance. Mais quand je vois
ne participez pas à ça, quoi. Ne validez pas ce genre de choses. Laissez des likes sur les vidéos qui sont sympas, qui vous informent, qui vous apportent quelque chose. Quand Benoît vous propose pour 2 € d'acheter des plans, si les plans vous intéressent, bah achetez le plan. Mais il vous vend quelque chose, il vous demande pas l'aumône, il vous demande rien, il vous propose quelque chose, vous êtes libre de le faire. Mais quand un mec qui gagne 5-6 000 € par mois demande qu'on lui offre un café pour qu'il puisse continuer les vidéos, franchement, ça me fout le bourdon et ça me met vraiment en colère. Voilà. Nous, moi j'ai la chance d'avoir une épouse qui a une formation d'expertise comptable et qui donc suit plus précisément la gestion. Mais moi je pars du principe, pour bien gérer, il faut gérer en bon père de famille. Donc je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. Je ne tire pas de plan sur la comète, c'est-à-dire je n'achète pas quelque chose sur l'argent que je devrais recevoir. Ça, jamais. Si j'ai pas l'argent, je ne le fais pas. Et si un client me dit je vais vous passer une commande de 50 000 €, tant que la commande elle n'est pas là, qu'elle n'est pas payée, je considère que ça n'existe pas. Donc je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Donc j'ai une gestion en bon père de famille. Pour moi, ce qui est important, c'est que tous les mois, on regarde ce qu'on a dépensé, ce qu'on a encaissé, on paye notre TVA, qu'en fonction de ça, on sait à peu près ce qui reste. Nous, on fait un bilan intermédiaire tous les 6 mois. C'est-à-dire tous les 6 mois, on fait une situation pour savoir où on en est. Est-ce qu'on a gagné de l'argent, perdu de l'argent? Alors, je le sais tous les mois, mais tous les 6 mois, on le fait vraiment avec l'expert comptable. Et en règle générale, moi, je m'arrange pour laisser en trésorerie suffisamment de quoi être tranquille pour payer les salaires des salariés de la boîte. Parce qu'ici, il n'y a pas que Marie et moi, il y a des salariés. Actuellement, on est 3, mais parfois on est 4, 5, selon un certain nombre de critères un peu longs à expliquer. Et donc, je valide que j'ai la trésorerie pour payer les gens au gré du mois, parce que j'ai pas envie de promettre à quelqu'un un CDI ou même un CDD, et puis de me retrouver à pas pouvoir le payer, c'est pas question. Alors, nous, la particularité, c'est que le bénéfice de l'entreprise, puisque la Malencoin a toujours fait du bénéfice, on a toujours gagné de l'argent. De toute façon, une société qui ne gagne pas d'argent, c'est qu'elle en perd, hein, puisque quelque part, la valeur de vos machines diminue. Il faut gagner de l'argent pour être capable d'en racheter de neuves le jour où elles sont abîmées, de pouvoir réinvestir dans des nouvelles technologies, d'attaquer de nouveaux marchés, ou alors tout simplement d'embaucher des gens. Donc c'est important d'avoir toujours ça à l'esprit. Le gars qui vous dit mais moi je bosse, mais je m'en fous, c'est pas important, on gagne de l'argent, on gagne pas d'argent, c'est pas grave. C'est une erreur, hein. Même s'il est content de son sort, vous n'êtes pas obligé de gagner beaucoup. Mais il faut gagner de l'argent. Et donc, l'argent qu'on gagne, une grosse partie est investie en mal que nous achetons avec Marie et que nous mettons en prêt au musée du bagage, puisque l'origine de la société, c'est d'abord notre passion, c'est notre collection. Et donc, on consacre beaucoup de moyens à améliorer cette collection de bagages qui est présentée au musée du bagage. Voilà. Comment je gère la TVA? Alors moi c'est très simple, hein. Nous faisons une déclaration de TVA tous les mois et donc on fait la différence entre nos achats, nos ventes et on récupère la TVA sur nos achats et on paye la TVA sur nos ventes. Petite particularité pour ce qui nous concerne, c'est qu'on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'export et qu'à l'export la TVA c'est beaucoup plus compliqué. Donc, après, je suis à votre disposition si quelqu'un un jour a des questions sur ces problèmes de TVA, puisque depuis la loi du 1er juillet 2021, vous devez déclarer la TVA au-delà de 10 000 € de chiffre d'affaires par an. Vous devez déclarer la TVA dans le pays qui est concerné par l'export que vous faites. Donc c'est un peu plus compliqué que la TVA simple, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Je pense que la plupart d'entre vous ne cherchent pas à savoir le détail du pourquoi, du comment. Tenez compte simplement qu'il y a différents taux de TVA dans le bâtiment ou dans d'autres métiers, ou différentes méthodes de TVA. La seule chose qu'il faut retenir, par exemple, c'est que quand vous faites une prestation de service, vous avez une TVA en France de 20% sur la prestation de service que vous faites, mais il peut arriver, si vous vendez par exemple des meubles anciens, comme c'est le cas pour nous par exemple, nous avons
un calcul de TVA sur la marge, et donc quand on fait une facture sur une malle ancienne, c'est de la TVA non récupérable et non assujettie. Donc en fait, le client ne peut pas récupérer la TVA sur une malle ancienne qui a 100 ans par exemple. Donc c'est un régime tout à fait particulier de TVA. Il existe des dizaines de systèmes différents en fonction de l'endroit où vous vendez, en fonction, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir, nous, en tout cas, on fait la différence entre les ventes et les achats et on paye la TVA tous les mois. Il existe un régime qui permet de le payer par trimestre ou il existe un régime qui vous permet de le payer une fois par an. Ça, c'est en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction des volumes. Mais je vous déconseille formellement de payer votre TVA une fois par an seulement. Faites-le au minimum par trimestre et si vous pouvez, faites-le tous les mois. Alors nous, on utilise effectivement une suite de gestion. On a un logiciel de facturation qui nous permet de saisir le nom du client, l'adresse, le numéro de téléphone, enfin toutes les coordonnées clients et de le garder en base de données puisque c'est très important. Avec ce logiciel, on va faire les devis. Ces devis, s'ils sont validés, passent en commande, sont signés par le client et lorsque le chantier est en cours, ça donne l'objet d'une facturation. Ou alors, nous, on facture 50% à la commande et 50% lorsqu'on a fini le travail avant expédition. Donc ce logiciel de facturation, c'est un élément clé. Sans logiciel de facturation, moi je ne sais pas travailler, je ne sais pas faire de facture sous Word. De toute façon, à partir du moment où vous êtes société, vous avez l'obligation légale d'avoir un logiciel de facturation avec une numérotation de factures qui se suivent. Et pareil avec une gestion des avoirs et une gestion des escomptes. La différence entre un avoir et un escompte, vous regarderez au niveau compta. Et l'avoir, c'est vous conservez de l'argent et vous faites un avoir à un client qui a le droit de dépenser chez vous un certain nombre de choses. Par exemple, c'est un remboursement de facture. Et l'escompte, c'est tout simplement un client qui vous paye 1175,76 € et le gars, il ne fait pas les 76. Il vous paye 1175. Vous oubliez les 76, les 76 centimes seront considérés comme de l'escompte comptablement parlant. Donc, ce logiciel de gestion, j'ai le même depuis 17 ans. Donc j'ai tout l'historique de toutes nos ventes, je sais exactement à qui on a vendu quoi. Voilà. Donc ça c'est mon premier logiciel de gestion. Ensuite on a un tableur qui suit chaque malle et chaque numéro de malle. Donc nous on est par exemple à la malle numéro 3800 quelque chose. Donc on a un tableur où sur ce tableur est noté le numéro de la malle, les dimensions de la malle, la description de la malle, la date d'achat, le prix d'achat, la date de vente et le numéro de facture. Donc comme ça me permet de savoir, je sais pas moi, si dans 7 ans on me dit vous avez vendu cette malle numéro tant à monsieur machin, combien vous l'avez vendu, si j'ai des reprises à faire, je sais exactement combien j'ai acheté ce genre de choses. Ensuite, Marie, elle a aussi un tableur Excel avec la liste de tous les fournisseurs, tous les achats, et puis toutes les ventes. Et puis ensuite, tout ça est exporté directement dans un logiciel de comptabilité, où là, ça c'est transmis après à l'expert comptable. C'est aussi légal, il faut un logiciel de compta si vous êtes société. Et donc ça c'est important. La facturation, c'est très important pour info de gérer une facturation légale. C'est-à-dire que vous devez avoir un logiciel de facturation agréé par le fisc, puisque si un jour vous avez un contrôle fiscal, moi ça m'est arrivé, ils viennent, ils prennent une clé USB, ils téléchargent les données des logiciels de facturation et de compta, et ils partent avec, et il faut que ça soit compatible, sinon vous avez déjà tout faux. Si vous faites votre facturation par exemple sous Word, c'est mort, c'est pas légal, on n'a absolument pas le droit de faire ça, puisqu'une facturation doit se suivre en numéro et en date. À part ça, on n'a pas de logiciel de gestion autre que ça, c'est déjà pas mal. Comment je calcule mon coût de revient ou mon coût horaire? Alors, c'est relativement simple. Je prends l'ensemble des charges, loyer, impôts, assurance. Chez nous, les assurances représentent beaucoup. Taxes, amortissement des machines, enfin tous les frais que vous pouvez avoir, les achats, je sais pas moi, la colle, le tissu, les fringues d'atelier, les chaussures de sécurité des salariés, le coût de la médecine du travail, le coût de la taxe professionnelle, le coût de la taxe d'apprentissage, le coût de... Enfin, bon, tout ce qui est... tous les coûts. Je prends tous ces coûts-là
Ensuite, je prends les coûts salariaux, donc par exemple le salaire de Marie, mon épouse, le salaire des salariés quand on en a un, deux ou trois, enfin les coûts des salariés. Je prends tout ça. D'un côté, je prends le coût salarial, je le divise, enfin je le multiplie par 12 pour avoir le budget sur l'année, et je le divise par 10,5 puisque je considère qu'on ne travaille que 10 mois et demi par an, puisque le reste du temps on est en congé. On respecte la loi, 5 semaines de congés payés par an, donc quand vous avez un salarié, qui soit en vacances ou pas, de toute façon vous le payez. Donc nous on prend ce budget-là, on le divise par 10 mois et demi, et puis le coût de la structure, donc les loyers, etc., tout ce dont on parlait, je le divise aussi par 10, je le multiplie par 12, je le divise par 10 mois et demi, puisque vous avez un loyer pendant 12 mois de votre local, mais vous ne l'utilisez que 10 mois et demi si vous partez en vacances. Hein. Donc pendant vos vacances, votre loyer, vous le payez quand même. Hein. Donc ça, je le divise, et puis ensuite, une fois que je l'ai par mois, je le divise par le nombre d'heures travaillées. D'ailleurs, Benoît fait une vidéo à ce sujet-là. Il a longuement travaillé, enfin vraiment j'insiste sur le temps qu'il a passé, vous imaginez pas, on s'est eu peut-être 15 fois par téléphone et lui il s'est levé le matin à 4h du matin pendant ses vacances, enfin il a bossé comme un dingue pour vous faire un tableau absolument exceptionnel si vous êtes entreprise individuelle ou si vous êtes indépendant. C'est vraiment le tableau idéal, ça va vraiment vous faciliter la vie pour calculer vos charges. Donc je vous invite à consulter ce fichier et à consulter cette vidéo. Donc moi, j'ai mon coût horaire. À ce coût horaire, je rajoute une marge, et la marge, c'est ce que je veux gagner. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, une fois que j'ai l'ensemble des frais, donc je sais combien ça me coûte à l'heure mes locaux et mes charges, je sais combien ça me coûte à l'heure un salarié, je cumule les deux, ça me donne un coût horaire. Je sais pas, moi par exemple, 30 euros, c'est ce que ça me coûte d'aller bosser, quoi, en fait. Hein. Tous les matins, j'ouvre les bureaux, j'ai passé une première heure, ça me coûte déjà 30 euros, 40 euros, 60 euros, etc., etc., etc. Et parallèlement à ça, il faut que je facture des clients, et quand je facture mes clients, je me dis, et moi, enfin, moi en tant que personne, mais surtout l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise veut gagner. Donc, si j'ai besoin, moi, de 1500 euros par mois pour vivre, il faut au moins que dans mon coût horaire, je rajoute ces 1500 en fonction du nombre d'heures auxquelles je suis présent. Donc, c'est ce que je fais. Je rajoute une marge, ce que moi j'appelle la marge, c'est mon salaire à moi ou mes revenus à moi, ou c'est ce que je veux gagner. Donc, si vous voulez gagner 2000 euros par mois, par exemple, vous divisez par le nombre d'heures, vous rajoutez ça à votre coût de structure, et puis vous avez votre prix horaire cette fois-ci, qui est le prix auquel vous allez vendre. Et personnellement, je rajoute encore une petite marge là-dessus, c'est-à-dire que je dis, voilà, ça me coûte 30 euros de l'heure de travailler, moi je veux 5 euros de l'heure, je dis un chiffre complètement bidonné, hein. Ça va faire 35 euros, mais au cas où, il y a un petit truc, je ne vais pas faire ça à 35 euros, je vais faire ça à 37 euros, ce qui va me permettre d'avoir un petit plus au cas où on a quelque chose de particulier qui arrive pendant le courant de l'année. Voilà. Ou si on a des heures qui sont non facturées parce qu'on les offre aux clients ou parce qu'on galère parce qu'on est incompétent pour quelque chose. Au lieu de passer 5 heures comme on l'avait prévu, on va passer 7. Certaines erreurs sont dues aux clients, mais certaines erreurs peuvent être dues à moi. Donc il faut que je trouve une solution pour compenser ça, pour qu'à la fin de l'année, je sois dans les clous. Voilà comment on calcule un coût horaire chez nous. Alors ce qui fait que j'investis dans une machine, aujourd'hui, c'est uniquement le plaisir, hein, pour être franc, puisque j'ai toutes les machines possibles et imaginables qui me permettraient de faire mon boulot. Mais sinon, en temps normal, je considère, si vous voulez, que si j'ai une demande particulière qui fait que rien qu'avec l'achat de cette machine, je prends un exemple. Pour l'atelier, j'avais à faire toute une série d'étagères. Quand vous voyez le temps passé, si vous voulez le faire à la main, ou le temps gagné en achetant une domino ça vaut, 400 balles. Au lieu de passer 20 heures à faire mes machins à la main, je vais passer 5 heures à monter mon truc. Le problème est vite réglé, quoi. Enfin, je considère que j'investis d'office dans une machine qui me fait gagner du temps quand je gagne vraiment de temps et que j'ai la place de l'installer, la machine. Par exemple, ça fait longtemps que je voudrais mettre une ponceuse calibreuse dans l'atelier.
j'ai pas la place, donc c'est même pas une question de prix. Je peux pas investir dans la machine puisqu'elle est de toute façon trop grande. Mais sinon, tout ce que je peux acheter pour faciliter la vie, je le fais. Quelles sont les machines indispensables? Moi, je pense que la seule machine qui est vraiment indispensable, dont on ne peut pas se passer, c'est la Dego Rabo. Après, tout est faisable manuellement. La Dego Rabo, c'est quand même, je pense que c'est le truc, on ne peut pas s'en passer. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est la première machine qui me semble indispensable si on veut travailler le bois. Mais dans mon activité, c'est visseuse, dévisseuse, c'est des tas d'ustensiles. En fait, moi, j'ai besoin de beaucoup d'ustensiles, pas forcément de machines. Alors, évidemment, je ne peux pas travailler si j'ai pas une fine. Moi, j'ai besoin d'une fine parce que c'est un petit outil multifonction qui fait pas mal de choses. Pour gagner du temps aussi, une lime électrique, c'est vraiment indispensable pour ce que nous faisons. Et puis bien sûr, ponceuse, une défonceuse. Moi, je pense qu'avec une Dego, une défonceuse, une scie manuelle, et une ponceuse, on peut déjà faire et une domino, on peut déjà faire beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément besoin d'une scie à format. Je pense que c'est après une question de productivité. Moi, par exemple, quand j'avais pas de scie à format, j'appelais mon fournisseur en lui disant voilà, je veux des panneaux de telle dimension, et il me livrait les panneaux tout finis, tout découpés. Et même j'ai une scie à format, je viens de commander par exemple du bois pour faire 14 valises pour un client. Je ne me suis pas du tout embêté à les découper, j'ai commandé aux mesures parce que ça coûte, je sais plus, je crois que ça va me coûter 15 € de frais de découpe. Moi, je considère que mon heure coûte plus cher que 15 € et j'aurais passé au moins une heure à trimballer d'immenses panneaux, des machins. Je ne m'embête pas avec ce genre de choses. Donc je pense que les indispensables, c'est la Dego Rabo. Alors nous, on a, en dehors des logiciels de gestion, moi, je ne pourrais pas fonctionner si je n'avais pas la suite Adobe, puisque je fais beaucoup de traitements de photos. Chaque malle, il y a 8 photos, donc il faut que je traite chaque photo dans différentes définitions selon le besoin de mes clients. Donc ça c'est important, il me faut absolument, je peux rien vendre si je ne peux pas faire de photos, donc c'est très important. L'appareil photo est important et le logiciel de traitement de photos. Ensuite j'ai besoin dans certains cas de communiquer sur les réseaux sociaux, donc j'utilise Instagram, Facebook, machin, etc. Puis après j'utilise des systèmes de concaténation de données de façon à pouvoir publier certaines informations sur tous les réseaux sociaux en même temps en une seule publication. Ça me paraît aussi important. Donc c'est pas vraiment des logiciels, c'est des abonnements avec un système de logiciel qui est en ligne. Mais voilà. Après j'utilise un logiciel qui s'appelle Dashlan, qui est un système de coffre-fort à mot de passe. Parce qu'évidemment, comme nous sommes plusieurs à gérer un certain nombre de choses, Marie et moi, on a besoin de mots de passe partout. Aujourd'hui, les mots de passe, c'est partout. Donc j'utilise un moteur à mots de passe qui me permet de mettre les mots de passe bancaires, les mots de passe des assurances, les mots de passe des contrats, les mots de passe des sites internet, des contrats, enfin, etc. Et je partage ou pas ces mots de passe avec Marie et elle fait de même en fonction des besoins. Et lorsque j'ai un salarié qui doit accéder par exemple à Photoshop et qui doit accéder sur le site internet ou qui doit accéder machin, je vais lui ouvrir ses mots de passe de façon à ce qu'il puisse intervenir sur un ordinateur, sur n'importe quoi, pour pouvoir être autonome sans que je sois là et qu'il ait directement le mot de passe ou son mot de passe avec un accès privilégié. Donc ça me paraît aussi relativement important. Ensuite, quel autre logiciel particulier nous avons non, des petits utilitaires, des choses comme ça. Moi, quand je veux faire des plans, j'utilise SketchUp. Quand je veux faire des graphiques ou des choses comme ça, j'utilise CorelDRAW. Quand je veux transférer des données un peu plus importantes, moi, j'hésite pas à demander de l'aide à des gens qui ont des choses plus costauds ou qui ont plus de compétences que moi. Voilà, mais avec ça, on se débrouille. Moi, je suis principalement sur Mac. Toute la gestion de l'entreprise ou le pilotage du traceur numérique ou de choses comme ça se fait sur PC exclusivement. On a installé un réseau. Donc ce réseau, nous, est en lien par un système de NAS
avec le réseau que j'ai à la maison et l'ensemble des données sont sécurisées sur 2 sites, ce qui nous permet d'avoir de la gestion et de la compta sur le Mac, sur un PC, ici au bureau, à la maison, et de pouvoir en sécurité transférer l'ensemble des photos. Après, avec certains de mes clients, j'ai mis en place un système aussi de réseau permettant à mes clients revendeurs ou à des gros clients de pouvoir stocker un certain nombre d'informations spécifiquement pour eux. Donc j'ouvre des dossiers, ils ont accès à ce dossier, et comme ça ils peuvent récupérer leurs images, leurs informations, ce genre de choses. Voilà, sinon je ne vois pas d'autres logiciels particuliers. Alors à ce jour, non, j'ai pas de besoin. Mais moi, je n'hésite jamais à acheter un nouveau logiciel s'il apporte quelque chose d'intéressant. Donc si demain je découvre un machin qui pourrait me faire gagner du temps ou qui peut automatiser des choses, nous le dernier logiciel qu'on a acheté, c'est un logiciel sur mesure pour Marie, pour la compta, pour faire des transferts plus facilement des données bancaires vers la compta, machin. On a fait développer une moulinette, enfin un petit truc, par une société informatique externe que je connais bien, qui nous a développé le truc comme j'avais envie. Mais voilà, à part ça, j'ai pas de besoin particulier. Quel est le temps que je consacre à ma vie privée et à ma vie professionnelle? Je pense qu'avec mon épouse, nous sommes un très mauvais exemple. D'abord parce que pendant des années, moi j'ai privilégié ma vie professionnelle par passion. Je faisais un métier qui me passionnait, je voyageais beaucoup, j'étais rarement là. Je faisais 100 000 km par an, je voyageais partout en France, en Afrique, dans les dom-toms. J'adorais ça et je consacrais beaucoup de temps aux salariés, aux fournisseurs, à mes clients, j'adorais ça, etc. Je pense que je suis un mauvais exemple, je pense que les nouvelles générations aspirent certainement à une vie tout aussi passionnante, mais peut-être un peu plus riche à titre privé. C'est ce que j'ai fait moi maintenant depuis 15 ans. Donc j'essaye d'être dispo le week-end, j'essaye de ne pas emmener mon boulot le soir. Notre seul inconvénient, c'est que moi je travaille beaucoup à l'export, donc les clients ont des horaires décalés par rapport à nous en France. Ils ont même des jours de congé qui ne sont pas les mêmes. Voilà, à part ça, j'ai essayé avec le temps de faire les choses mieux, mais je pense qu'on est là pour parler des gens qui se reconvertissent. Il est certain que la reconversion passe par une phase où vous ne serez plus salarié d'une entreprise, donc vous n'avez plus les inconvénients, mais vous n'avez plus aussi les avantages que sont, je ne sais pas moi, un ticket restaurant, des vacances payées, etc. Enfin, il faut oublier tout ça. Vous êtes sans filet, vous êtes à votre compte, donc vous aurez tous les avantages de ça, c'est-à-dire que quand ça réussit, bah, c'est grâce à vous. Mais par contre, vous avez aussi les inconvénients, c'est que vous êtes seul à décider, vous avez ce poids-là, et c'est ça qui est important. Et donc, c'est important de faire participer la famille, mais pas trop. C'est-à-dire que par exemple, moi, je travaille avec mon épouse, c'est un avantage fantastique, c'est qu'on se voit tous les jours, c'est que on a nos chiens avec nous à l'atelier, je fais ce que je veux. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut être capable, après tous les deux, c'est difficile des fois de... Moi, j'ai envie de parler boulot, elle n'a pas envie, puis tout d'un coup, c'est elle qui a envie de parler boulot, et moi, ça me gonfle. Hein. C'est donc pas facile, il faut trouver un équilibre, et c'est difficile. Donc, je ne suis pas un exemple pour vous donner des leçons sur ce point-là. Alors, les qualités pour réussir. Il faudrait qu'on définisse précisément ce que c'est réussir, mais réussir à être entrepreneur, c'est quoi? Faut bien comprendre que vous pouvez être un menuisier de talent, un ébéniste génial, quelqu'un qui a de l'or dans les mains, et être un très très mauvais entrepreneur. Moi j'ai connu un compagnon du devoir qui est un gars qui il est compagnon du devoir hein, en maçonnerie et je l'ai toujours vu dans des galères financières pas possibles parce que il était absolument très très bon dans son métier mais très très mauvais comme patron. Donc forcément il s'engueulait avec ses salariés, donc forcément il avait des problèmes de prud'homme, forcément il avait des problèmes avec les clients parce qu'il n'était pas assez précis dans ses devis. Il n'était pas clair. Donc il a que des emmerdes. Et ça a beau être un gars qui, quand il faisait un mur, c'était fantastique. Il faisait des choses absolument magnifiques. Mais il sait bosser, mais il ne sait pas être entreprenant.
Et c'est ça la grande différence. Regardez dans les vidéos de Benoît ce que vous appréciez, c'est qu'en fait, il est menuisier, mais des menuisiers, il y en a des milliers. Donc vous pouvez trouver des menuisiers qui font des escaliers, je sais pas moi, plus vite ou plus jolis, enfin, on trouve toujours mieux que soi-même. Par contre, la qualité de Benoît, et ça se voit, ça transpire dans ses vidéos, c'est des qualités humaines. C'est-à-dire qu'il a envie de s'intéresser à ses salariés ou à ses stagiaires. Il s'intéresse sincèrement à ce qu'il peut transmettre. Il s'intéresse à vous, abonnés. Il s'intéresse à ses clients. C'est-à-dire quand un client, il se sent responsable. Il se sent responsable de trouver des solutions, de trouver un prix juste. Un prix juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il dort la nuit, donc il est honnête dans ses prix. Il gagne sa vie, il n'a pas honte de se balader en bagnole propre, récente. Enfin voilà, il fait les choses. Enfin, moi, je pense que je suis pareil. Mais quelque part, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un généraliste, qui s'intéresse à sa menuiserie, mais il s'intéresse aussi à la gestion de sa menuiserie. Est-ce que ses factures sont faites en temps et en heure? Est-ce qu'il gère sa comptabilité correctement? Est-ce que quand il va chez des clients, il ne se pointe pas crado, bourré, mal embouché? À partir du moment où vous allez en clientèle, c'est bonjour monsieur, merci monsieur, au revoir monsieur, c'est laisser une carte de visite, laisser une bonne impression. C'est un ensemble, et ça je pense que c'est fondamental. Il s'intéresse à sa communication. Lorsqu'il fait son logo, il fait son logo une bonne fois pour toutes, et puis après il s'y tient. Voilà, je pense que pour réussir, il faut être un marathonien. Il faut être un marathonien qui est capable de faire des sprints de temps en temps. Vous voyez, c'est pas forcément évident. Il faut être capable de dire non à des clients. Ça, c'est aussi un truc qui est très très important. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, sous prétexte qu'ils ont leur entreprise, ils posent une porte et puis le gars leur dit tiens, ça tombe bien que vous êtes là, vous allez aussi me changer le parquet puis refaire l'escalier. Puis le gars, il ne sait pas refaire l'escalier et il ne sait pas dire non. Il se dit que c'est du chiffre d'affaires, il se dit que il va apprendre, il va faire un peu comme ça, etc. Il y a un moment, il faut savoir dire non, il faut savoir connaître ses limites, ne pas s'engager trop loin. Que ça soit avec les clients, que ça soit avec les salariés, embaucher un gars en lui disant tu sais je te paye 1500 parce que pour l'instant je te paye 1500 mais dans 6 mois tu seras à 3000 alors qu'on n'en sait rien, qu'on ne sait pas, s'engager sur des pistes comme ça c'est des sources à emmerde, il ne faut pas. Donc je pense que c'est la persévérance. Il faut savoir que quand vous êtes entrepreneur, vous avez tous les matins des tas de gens qui veulent vous tuer. Donc on veut vous tuer, l'URSSAF veut vous tuer parce qu'elle vous prend des impôts, les impôts pareil, toutes les taxes pareil, les fournisseurs ils veulent vous taxer un maximum, les clients ils veulent que vous soyez le moins cher possible, les salariés ils veulent être augmentés, etc., etc., etc. Vous vous retrouvez seul face à des tas d'éléments extérieurs, donc il faut être quelqu'un qui a quand même le moral. Il faut savoir relativiser, il faut savoir affronter les problèmes, il faut savoir dire quand on est en tort, et ça je pense que c'est important. Oui monsieur, je me suis trompé, je vais assumer. Il faut assumer ses conneries, ne pas laisser les choses s'envenimer, que ce soit avec la banque, que ce soit avec les fournisseurs, que ce soit avec les clients. On fait tous des conneries, et un entrepreneur justement c'est quelqu'un qui ne se cache pas derrière son petit doigt, mais qui assume totalement sa responsabilité, et c'est très important, c'est ça qui garantit la responsabilité pleine et entière d'une entreprise. Si j'avais le choix, oui, je le referais, il n'y a aucun doute, je le referais même 15 ans avant, je me lancerais 15 ans plus tôt, je le referais avec plus de moyens, c'est-à-dire qu'au lieu de repartir avec 10-15 000 euros de capital, j'essaierais de réunir 100 000. Et au lieu de prendre 400 mètres carrés de locaux, j'aurais pris 800 ou 1000 mètres carrés. Donc je le referai 1000%, mais avec plus de moyens au départ pour pouvoir taper plus fort dès le départ. Voilà, mais ça c'est un caractère. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est qu'une fois qu'il a validé toute la partie gestion, une fois qu'il a bien validé le cadre juridique et ses compétences,
Une fois qu'il a validé son accord familial et que tout le monde est bien d'accord sur le lancement d'une entreprise et que ça va être difficile, eh ben c'est de s'accrocher, d'être motivé et vraiment de se rendre compte que les 3 premières années, il faut vraiment qu'ils comprennent que les 3 premières années vont être compliquées et qu'il faut qu'ils mettent en parenthèse un petit peu. S'il a l'habitude, par exemple, le samedi soir de faire la fête et puis de se relever fracasser le dimanche, il faudra qu'il se calme un peu parce que le dimanche, il faudra qu'il fasse des devis, il faudra qu'il gère un certain nombre de choses. Voilà, il faut vraiment savoir qu'à partir du moment où on lance son truc, ben, une fois qu'on a décidé de le faire, il faut être sérieux et c'est la seule solution pour que ça réussisse. Mais s'il le fait sérieusement, ça réussira, il n'y a aucun doute. Il y a du travail aujourd'hui dans tous les domaines et il y a moyen de gagner sa vie tout à fait correctement, confortablement, du moment qu'on est compétent, qu'on est avenant, qu'on est curieux et qu'on rend service aux gens. Il n'y a absolument aucune raison d'échouer. Ce témoignage se termine, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez besoin, si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez besoin d'aide pour ceux qui se reconvertissent ou ceux qui veulent créer leur entreprise, n'hésitez pas à me contacter en message. Merci à Benoît d'avoir suivi cette idée qu'on a eue ensemble quand on s'est vu, de donner la parole aux professionnels, d'essayer de faire plus de choses pour les jeunes professionnels qui veulent s'installer. Benoît en avait déjà l'idée, moi j'avais la partie économique, je pense que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Il a bossé comme un dingue pour vous faire des fichiers Excel, pour vous faire des tableaux, pour le paiement de vos impôts, pour le calcul des marges, pour le calcul des coûts horaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps que ça peut faire gagner à des jeunes entrepreneurs et surtout des grosses bêtises. Rapprochez-vous des conseils que vous pouvez obtenir. N'hésitez pas à vous rapprocher aussi de vos experts comptables et des associations qui sont dédiées à ça et à la création d'entreprises. Et surtout, allez-y, foncez. Merci encore à Benoît, à bientôt.